Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche, députée de l'Essonne, et vous êtes un des membres les plus actifs de la Commission des Finances. On dit que vous êtes whip, terme anglais qui signifie que vous êtes chargé de mettre un peu d'ordre et de cohérence parfois dans la Commission des Finances et dans les troupes En Marche qui sont à la Commission des Finances. Bonne nouvelle, le déficit public de la France est passé en dessous de 3% l'an dernier pour la première fois depuis 10 ans. Mauvaise nouvelle, les dépenses ont progressé l'an dernier 2 fois plus vite que l'année précédente et les impôts, les prélèvements obligatoires, comme on dit, n'ont jamais été aussi hauts. D'où vient le bug ? En fait, l'année 2017, c'est une année d'héritage. C'est une année où il a fallu nous solder le passé. Le rythme des dépenses dont vous parlez, c'est après que nous ayons pris les mesures difficiles de l'été. Il y avait plus de 13 milliards de dépenses qu'on a absorbées dans notre budget. Donc si on n'avait rien fait, ce n'est pas le chiffre que vous donnez, ça aurait été beaucoup plus. La faute aux autres ? On hérite quand même d'un budget qui avait été qualifié quasiment d'insincère. On a eu des discussions difficiles avec Michel Sapin et Christian Eckert à l'époque. Ouais. Moi, j'ai eu à travailler notamment sur le budget de la recherche, parce que je suis rapporteur spécial de ce budget. C'est un des budgets où l'insincérité, en fait la sous-budgétisation, a été chronique depuis des années, et en particulier sur les dernières années. Donc responsabilité politique du gouvernement précédent, c'est ça ? C'est-à-dire que ce budget 2017, on l'a maîtrisé comme on a pu. Maintenant, il est là, les décisions qu'on a prises et puis la dynamique économique font qu'on finit avec effectivement, enfin, comme s'était engagé le président de la République, on repasse sous les 3% et surtout, la France retrouve sa signature, sa crédibilité en Europe, puisque depuis des années, elle donnait des leçons à tout le monde sur tout ce qu'il fallait qu'on fasse, sans avoir elle-même appliqué les règles de base économiques de notre système de la zone euro. Ça, c'est pour les dépenses. Mais l'autre mauvaise nouvelle, l'autre pince de la mâchoire, c'est les impôts. Et ils n'ont jamais été aussi élevés. C'est pour ça qu'en 2018, ils baissent de 10 milliards. C'est pour ça qu'on a une trajectoire sur l'impôt sur les sociétés, sur notamment toute la réforme de la fiscalité locale qu'on est en train de faire. Un objectif, et puis vous avez entendu Bruno Le Maire hier sur les impôts de production, on a un objectif de rationalisation, de diminution. On s'est engagé sur 1 point de PIB de moins de recettes fiscales. Si le PIB continue à croître comme il le fait, c'est en milliards beaucoup d'efforts en moins aux Français qu'on demande parce qu'on rend la dépense plus efficace. C'est ça qui est important. Mais pas plus faible. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, est-ce que vous dites, le gouvernement s'est engagé fermement dans une politique de baisse rapide et efficace des dépenses publiques, par exemple en faisant des choix dans les missions de l'État? Alors, c'est totalement la dynamique dans laquelle nous sommes. Nous sommes engagés de baisser de 3 points, donc près de 60 milliards la dépense publique sur le quinquennat. Ça passe par des choix. Notre budget déjà 2018, ça a été un budget de choix. Il y a des budgets qu'on a fortement augmentés, des budgets qu'on a fortement diminués. On a fait des vraies réflexions de rationalisation sur le logement social, sur les contrats aidés, sur les collectivités locales pour d'entrer dans des dynamiques qui sont soutenables. La contractualisation avec les collectivités locales qui sont les plus dépensières, les 322 collectivités locales, c'est un changement de paradigme total. C'est de considérer qu'on peut regarder à 3 ans, qu'on peut avoir un échange, une négociation pour que justement la dépense publique ne soit pas quelque chose qui soit surprenant chaque année, mais le fruit d'une réflexion stratégique. La clé, c'est les missions de l'État. Qu'est-ce que l'État fait ? Qui donnent un peu de visibilité. Comment est-ce que vous expliquez qu'on soit toujours dans ce piège en France qui fait qu'on a toujours plus de dépenses publiques ou à peu près autant de dépenses publiques et des Français toujours plus insatisfaits de leurs services publics? Alors, les Français ne sont pas insatisfaits des services publics, ils sont contents du travail des fonctionnaires et ils considèrent que les missions doivent évoluer. Enfin, ceux qui y travaillent, je veux dire, les EHPAD, les hôpitaux, les universités, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent, la justice, qui disent super, on a assez de dépenses publiques, il faudrait même en baisser. Sur ces missions-là, le but, c'est de justement remettre des moyens. Ce qu'on a fait sur l'éducation nationale, justement l'enseignement supérieur à la recherche, dont je suis en charge du budget, la justice, la police, la sécurité. Et vous prenez l'argent où ? Où est-ce que vous allez baisser la dépense publique ? On est en train de la baisser dans des domaines où on voit bien que la modernisation, Cédric Villani rend un rapport aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. On voit qu'il y a des secteurs entiers des missions de service public où les fonctions évoluent. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la mission, mais ça veut dire qu'on peut la faire complètement autrement. Quand vous regardez notamment ce qu'on fait maintenant avec la fraude fiscale, il y a tout un volet du projet de loi hier de Gérald Darmanin qui parle des données. Comment, avec le big data, on peut aussi justement avoir une politique fiscale, une police fiscale beaucoup plus efficace. Quand j'entends dire « Ah, il n'y a que X personnes qui sont embauchées », je dis mais ce n'est pas les X personnes, c'est les moyens techniques qu'on leur donne. Donc cette réflexion de faire évoluer les missions, pas forcément pour que l'État se désengage, mais pour que l'État travaille autrement. C'est extrêmement lié à ce que Gérald Darmanin initie aujourd'hui avec les syndicats de la fonction publique, qui est la réforme de la fonction publique. Les agents doivent être formés, doivent pouvoir évoluer et doivent pouvoir remplir leur mission avec des moyens nouveaux. Vous dites pas forcément pour désengager l'État ou réduire la dépense publique en désengageant l'État. C'est pas pourtant ça qu'il faudrait mettre en place. C'est pas une position
au fond, dogmatique par rapport à ce qu'ont fait, par exemple, tous les autres pays qui ont réussi à baisser la dépense publique? Mon ambition, c'est que chaque dépense publique soit le fruit d'un choix politique. Il y a la politique familiale, 60 milliards de dépenses, oui. C'est un choix politique français que de vouloir dépenser plus que ses voisins. Il faut maintenant que ces dépenses soient efficaces. Vous avez ce qu'on fait sur notamment l'école maternelle. C'est un choix politique, ça va générer des dépenses. Donc mon ambition, c'est pas qu'on se désengage de manière dogmatique, c'est qu'on réfléchisse à nos missions, qu'est-ce que les Français veulent mutualiser, payer en commun, et dans ce cas-là, le rendre extrêmement efficace. Sur quoi ils sont prêts à faire des économies. Exactement. Le MEDEF et la CPME veulent obtenir du gouvernement qu'il repousse la date d'entrée en vigueur du prélèvement à la source. Pour l'instant, Bercy dit non. Et vous ? Moi, je dis non aussi. On a pris 1 an de plus pour bien préparer les choses. C'est une réforme qui se fera. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on est Français, on a 2 objectifs pour des Français qui travaillent. Que leur travail paye plus et qu'à la fin du mois, ils sachent quel est leur pouvoir d'achat consommable, investissable, épargnable. Aujourd'hui, avec le système d'impôt qui est parfois très différent dans le temps... Il suffit du prélèvement mensuel, on sait très bien ce qui reste sur la feuille de paye à la fin de... Oui, mais ou dans le compte en banque à la fin du mois. On a 40% des Français dont les revenus baissent d'un mois sur l'autre. Bien sûr, vous me dites qu'ils pourraient aller sur le site d'impôt.gouv.fr et demander est-ce que le prélèvement... On rend ça beaucoup plus simple pour que l'impôt arrête de confisquer de l'argent à un moment donné qu'il rendra plus tard. Ça en conduit quand même à une forme de surépargne et une forme de manque de confiance dans l'avenir chez beaucoup de nos concitoyens qui ont l'impression que l'argent qui est sur leur compte en banque, à un moment, pourrait ne plus y être. En janvier prochain, beaucoup de Français verront leur feuille de paye baisser. Est-ce que c'est une bonne idée de créer un tel effet psychologique sur la consommation des ménages, sur la confiance, justement, sur la confiance dans l'avenir et dans l'économie ? Moi, je pense que tout ce qui peut permettre aux Français, justement, de ne pas avoir de surprise, de considérer que l'argent qu'ils ont, ils peuvent le dépenser, l'épargner, l'investir, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Tous les pays autour de nous vivent sur ce régime-là de beaucoup plus de rapprochement entre le moment où on gagne l'argent et ce qu'on a vraiment qui est à soi. Je pense que c'est un pari de confiance aussi vis-à-vis des Français, de leur dire voilà, on verra s'ils ont confiance. L'impôt n'est pas confiscatoire. On verra si ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour eux. Oui, il y a énormément de pédagogie à faire. On va continuer à le faire. Je pense que pour notre futur économique, ça rend cette synchronisation est positive. Futur économique et épargne, c'est toujours 2 mots qui devraient être liés. Bruno Le Maire a présenté hier un projet qui doit réorienter l'épargne vers les entreprises. Pas de moyens nouveaux, pas d'incitation fiscale, beaucoup d'ambition, beaucoup de tuyauterie nouvelle. Mais pas d'incitation fiscale. Parce que justement, la plus grande incitation fiscale, c'est la réforme fiscale qu'on a mise dans le budget 2018. C'est tout ce qu'on a porté avec mes collègues de la Commission des Finances sur l'ISF qui est devenu IFI, sur le prélèvement forfaitaire unique. Impôt sur l'immobilier. On a fait la plus grande réforme fiscale depuis des décennies. On a remis aujourd'hui un alignement entre l'objectif, qui est créer de l'emploi, et la fiscalité. Mais l'idée de dire aux épargnants potentiels, vous avez intérêt à mettre votre argent là plutôt qu'ici, et ceci, vous y avez intérêt parce que fiscalement, ça vous est favorable. C'est intéressant que vous me disiez ça. Vous êtes a priori quelqu'un qui croyait au marché. Aujourd'hui, on doit réinciter par la performance et pas par la fiscalité. On a eu énormément de dispositifs fiscaux. Il y a du boulot, hein. 14% des ménages ont des actions en 2008, 8% en 2018. Et c'est pour ça, exactement partant de ce constat, où est le problème ? Le nœud gordien, il est dans le conseil que reçoivent les Français. Je reçois là encore ce matin avec mes collègues tous les représentants du monde bancaire, tous les représentants du monde assurantiel. Les intermédiaires financiers sont ceux qu'il faut remobiliser. Le terrain de jeu a changé, les règles du jeu ont changé, ils sont les joueurs sur le terrain, ils sont ceux qui conseillent les Français. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Bruno Le Maire hier était exactement dans cet ordre-là. Si on veut qu'il y ait plus de fonds propres dans les entreprises, notamment dans les PME, il faut que les Français soient mieux conseillés, qu'ils aient plus d'options et que ce soit la performance qui guide les choix d'épargne et pas la fiscalité. Bon, c'est pas gagné, mais c'est un joli pari. Merci. C'est un pari sur lequel nous mettons beaucoup de combativité. Et beaucoup d'énergie. Merci, Amélie Montchalin. Merci.